Chers amis de Toxin, merci d'être là ce matin une nouvelle fois. On va continuer à aborder les sujets explosifs, les sujets qui dérangent, les sujets dont les médias mainstream ne veulent pas parler. Et ils éludent considérablement toute une série de sujets. Et c'est pour ça que ce matin, on va discuter des sujets, notamment avec Albert Lévy. Bonjour Albert, comment allez-vous? Bonjour Nicolas, tout va très bien à part l'actualité qui est assez prégnante et compliquée et sur laquelle on va peut-être revenir tout à l'heure. Eh ben oui, bien sûr, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Albert, hein. Je vous présente pour ce que vous êtes déjà venu sur Toxin, ancien magistrat, hein. Vous étiez notamment spécialisé dans le banditisme et le crime organisé, et vous êtes toujours avocat non inscrit, et vous avez quand même des prises de position très intéressantes, qu'on les partage ou pas. C'est ça la démocratie, c'est ça la grande conversation, Albert, dans ce pays, hein. Aussi, la capacité de pouvoir discuter, échanger, de ne pas être d'accord, hein. C'est Nous le sommes but de d'accord, Toxin. Voilà, effectivement. voilà. Ce sont Ouais. les bienfaits de la démocratie de pouvoir échanger, de pouvoir débattre Mm, sur les sujets les plus prégnants. mm. Mm. Et c'est pour C'est ça quelque c'est pour ça que Toxin marche si bien, je pense, et que les médias indépendants comme les nôtres sont de plus en plus plébiscités par les grands médias. Ce matin, je voudrais alors, commençons par la question d'actualité et ensuite, je vous ai invité ce matin, Albert, et je vous remercie d'être là encore. On parlera dans un second temps de ce que vous appelez, vous, la servitude volontaire de la justice à l'égard du pouvoir politique. Mais d'abord, question d'actu, Alexis Keller, un secrétaire général de l'Élysée qui refuse d'être auditionné par une commission d'enquête parlementaire. Mais ces gens sont-ils au-dessus des lois, Albert? Comment ça se passe, la vie avec ces gens-là? Écoutez, quand vous avez un ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, pour ne Ouais. pas le citer, qui vous dit que l'état de droit n'est pas intangible, quand vous constatez depuis au moins 2017 un recul historique de l'état de droit, nous sommes obligés de constater que ce qui génère ce recul, eh bien, c'est toutes ces affaires comme celle que vous venez de citer concernant Alexis Collère. Alexis Collère qui depuis 2009 est impliqué dans des conflits d'intérêts. Ses affaires avec le port du Havre, ses Ouais. relations familiales avec certains protagonistes du transport maritime. Et depuis 2009, il est en plein conflit d'intérêts. Et que s'est-il passé à ce propos-là très rapidement? Ouais, ouais, ouais. C'est que le président Macron a tout fait pour tenter d'étouffer ses implications auprès de la brigade de répression financière, auprès du PNF. Et on a même assisté à quelque chose d'extravagant dans cette histoire, c'est que le rapport d'implication rédigé par la brigade de répression de la délinquance financière a été modifié pour blanchir Colère dans un premier temps. Et dans un toujours corrélativement, le président de la République était intervenu pour dissuader le PNF de poursuivre des investigations contre Colère et bien lui en a pris, si je puis dire, puisque le PNF, dans un premier temps, avait classé sans suite ces investigations. Et il faut le rappeler, il a fallu que Anticor se constitue partie civile pour Ouais. que Colère soit mise en examen en 2022 sur des faits de 2009. Et depuis 3 ans, on attend que la justice fasse son œuvre parce que là, on peut dire que la corruption est au sommet de l'État et elle est blanchie, elle est entretenue. C'est un peu comme ce qui arrive et ce qui nous est donné de constater aujourd'hui avec l'affaire de Notre-Dame de Bétarame, où la pédocriminalité est entretenue politiquement depuis au moins 1996, date auquel les premières plaintes ont été déposées.
Et puis, on se rend compte qu'il y a des pressions, des implications politiques et pas des moindres, puisque nous avons des potentats politiques du Sud-Ouest qui sont maires de Pau, qui sont présidents du Conseil général, c'est-à-dire présidents de la prévention et de la protection de l'enfance, et sont ministres de l'Éducation nationale jusqu'en 1997 et qui vont euh, euh, faire des intrusions politiques sur le cours de la justice. Nous en avons eu des éléments de preuve, et en tout cas qui nous indiquent, notamment les gendarmes qui ont été amenés à participer à ces enquêtes, ou le juge d'instruction de l'époque, qui nous disent la façon dont les choses se passent, étant précisé que dans mon parcours professionnel personnel, lorsque j'exerçais des missions d'action publique dans le Var, notamment j'ai eu à traiter pendant un temps l'assassinat du député Yann Pia, on ne se rend pas compte en vérité à quel point la politique joue un rôle d'entretien et de blanchiment de cette affaire. Pourquoi ? Parce que le statut des procureurs, vous les procureurs, à cette soumission politique, elle est statutaire. Elle est statutaire. Et ce qui est assez symptomatique, et je tiens à le souligner ici, à l'époque où est sortie l'une des premières affaires de pédocriminalité à Notre-Dame de Bétharram, le ministre de la Justice, c'était Elisabeth Guigou. Et il faut souligner quelque chose d'important, Nicolas, c'est que Elisabeth Guigou a été la première ministre de la Justice à ne plus donner d'instruction aux parquets généraux. Eh bien, imaginez-vous que malgré cela, les procureurs généraux continuaient à rendre des comptes sur les affaires dites sensibles, c'est-à-dire les affaires signalées. Ce sont des affaires qui sont l'objet de rapports constants et progressifs, et nous avons le cas dans l'affaire de Bétharram, où les procureurs généraux, le procureur général de Pau n'était pas tenu à rendre des comptes à la ministre, il en rendait quand même. Il y a un rapport quand même significatif de ce procureur général de Pau à l'époque, qui date de juin 1998, si je ne me trompe, où il relate la façon dont un élève de Bétharram avait été interpellé pour des faits, des agissements délictueux. Et là, cet élève va révéler l'implication du prêtre Caricart. Et immédiatement, le procureur général va rendre des comptes à la ministre qui n'en demande pas sur l'évolution des investigations, sur la façon dont il va entendre le personnel de cet établissement lycéen. Il va l'entendre, la façon dont il va le mettre en examen, la façon dont il s'apprête à requérir ou pas des réquisitions, de prendre des réquisitions de placement en détention. Voilà ce que c'est la justice aujourd'hui, Nicolas. C'est une justice soumise statutairement, et ce qui est le plus grave à mon sens, c'est une justice qui se livre à de la servitude volontaire. Elle est volontairement soumise, c'est-à-dire qu'on ne lui demande rien, mais elle le fait. Pourquoi ? Parce que le statut est très carriérisé. On doit des comptes non seulement à la chancellerie sans cesse, qu'on soit d'ailleurs au parquet ou au siège, on doit rendre des comptes sur son activité constamment. Et on est évalué quand on est magistrat du siège ou du parquet, on est noté et on reçoit des instructions de sa hiérarchie. Voilà. Quand les procureurs reçoivent des instructions, par exemple,
pour interpeller des gens dans les manifestations pro-palestiniennes parce qu'ils auraient des badges avec des drapeaux, etc., des couleurs palestiniennes, eh bien, les procureurs requièrent des interpellations, des déferments, des mises en détention, et ensuite, ces instructions ministérielles sont passées par les procureurs au président, c'est-à-dire des juges du siège, pour que ces instructions soient appliquées sur le terrain, c'est-à-dire en termes de décision de condamnation. Et malheureusement, les juges du siège, qui sont statutairement indépendants, vont suivre le mouvement de cette répression-là. On en avait déjà parlé, Albert, aussi également, avec les Gilets jaunes, rappelez-vous, sur la réforme des retraites, également, sur tous ces mouvements-là d'opposants politiques, notamment Gilets jaunes, réforme des retraites. On a vécu à peu près les mêmes choses, même certains, il faut quand même le dire aussi, journalistes indépendants ont été assez visés aussi, il faut le savoir. Bien sûr. Alors, on assiste parallèlement à ça, Nicolas, à une relativisation de la loi. C'est-à-dire, d'un côté, on instrumentalise la loi pour la voir appliquée sur des moments des moments ou des agissements qui ne relèvent pas de la loi. Et de l'autre côté, on relativise la loi pour ne pas l'appliquer, et on a le cas de Colère, on a le cas de Bayrou. Enfin, quand même, on a le procureur général de la Cour de cassation, Rémy Hetz, qui est également procureur de la Cour de justice de la République, qui en quelques heures va blanchir le Premier ministre de ce qu'il aurait pu être auteur d'une non-dénonciation de crime qui avait été révélée par Mathilde Panot et Jean-François Coulombe, les deux députés. En quelques heures, il va blanchir le Premier ministre, alors que en 30 années, Nicolas, en 30 années, la justice n'a pas été capable de sortir de la fosse à purin, passez-moi l'expression, ces affaires qui touchaient des enfants, qui touchaient des gamins innocents. Voilà, c'est quand même invraisemblable ce qui nous est donné de voir aujourd'hui en termes de politique corrompue dans ce pays. Ouais. Sur cette question de Bétarame, vous en parlez, Albert, et je vous remercie déjà d'être là ce matin, ancien magistrat spécialisé dans le grand banditisme et avocat en ce moment non inscrit là-dessus. Moi, en tant qu'analyste politique, je me suis dit quand même cette affaire Bétarame, ça va prendre énormément d'ampleur, ça va faire vaciller Bayrou et peut-être le pouvoir en place, mais finalement, ça a été formidablement bien étouffé, cette histoire. Bon, il y a eu ce classement sans suite, vous l'avez dit. Est-ce que c'est quoi? Ça a été étouffé parce que c'était Bayrou et c'était la non-dénonciation aussi potentielle de cette affaire incroyable et terrible de pédocriminalité. Comment on doit l'analyser, Albert? Quel regard vous portez, vous, là-dessus, finalement? Le regard que je porte est un regard expérimenté, à savoir que les barons politiques, les barons locaux de la politique ont toujours une sorte de mainmise sur la justice. C'est comme si la justice était leur chose. J'ai vécu des choses extravagantes lorsque j'exerçais des fonctions de parquetier dans le Var, ou dans des affaires comme l'assassinat de Pia, une affaire notamment qui concernait l'incendie, vous voyez, d'un lycée professionnel qui impliquait à l'époque Jean-Claude Gaudin comme étant le président du conseil régional, et dont on avait pu penser que des fonds de subvention avaient été distraits, si je peux employer cette expression. J'ai voulu entendre à l'époque Jean-Claude Gaudin, je le convoque et je reçois un coup de fil à l'époque de mon procureur de la République, alors que Gaudin venait d'arriver dans les locaux d'interrogatoire. Instruction du parquet général, ça venait d'en haut, plus haut que le parquet général, vous vous en doutez, pour que Gaudin ne soit pas entendu. Voilà ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé quand le juge d'instruction de 96 dans l'affaire de Notre-Dame de Bétarame concernant ce gamin vous dit que il a même
on lui amène la procédure et le gendarme lui dit « Attendez, je suis désolé, je ne peux pas vous remettre sur votre bureau la procédure parce que je dois rendre compte d'abord au procureur général de Pau de cette affaire. » Vous avez tout compris. Et surtout lorsque vous savez que ce prêtre a été mis en examen, a été placé en détention provisoire par le juge d'instruction pour être élargi par la chambre de l'instruction. Alors peut-être qu'il ne s'est rien passé, mais quand même, quand on connaît la façon dont les choses se passent, quand on connaît avec l'expertise qu'on a quand on est magistrat ou même avocat, on sait très bien que le statut de la magistrature ne prive pas la politique, les politiques de s'entremettre, de faire des intrusions sur le cours de la justice. Voilà les choses. Et tant qu'on ne modifiera pas, tant qu'on ne réformera pas le statut de la magistrature, on aura encore à subir ce type d'intrusion politique. Alors, d'autant, je suis désolé d'entrer dans le détail, Ouais, mais Nicolas. c'est bien, Albert, vous êtes là pour ça, vous êtes là pour ça. Les procureurs exercent leur mission sur le fondement du principe de l'opportunité des poursuites. Ça veut dire en fonction des conseils éclairés que la chancellerie va leur donner. Voilà. Et donc, ce sont des poursuites, je le dis, à géométrie variable en fonction de ce qu'on dit ou de ce qu'on ne dit pas au téléphone. Rien n'est écrit, vous comprenez? Il y a des dossiers signalés, mais rien n'est écrit. Quand on demande à un procureur, vous ouvrez une information judiciaire ou vous n'ouvrez pas une information judiciaire, vous gardez la main sur une enquête préliminaire, ça veut tout dire. Ça veut dire que, eh bien, on veut éviter que un, voire deux juges d'instruction dont on peut penser qu'ils sont libres et indépendants ne vont pas peut-être suivre ces instructions-là. Voilà. Et il faut en venir à modifier cette opportunité des poursuites, à interdire ces instructions, à interdire ces remontées d'informations sur les dossiers qui constituent de véritables violations du secret de l'instruction et de l'enquête, et faire en sorte que les procureurs, comme en Italie, Nicolas, soient tenus à appliquer le principe de la légalité des poursuites. C'est-à-dire, il y a un crime qui se remet, on le poursuit. On ne blanchit pas, on ne renonce pas. Voilà ce à quoi il faut parvenir, à la légalité des poursuites, même si elle doit être tempérée, c'est-à-dire on ne va pas poursuivre le gars qui a 1 gramme de shit dans sa poche. D'ailleurs, ça, il faudrait le dépénaliser. Mais voilà, mais bon, il y a des crimes inacceptables. La corruption dans ce pays et la pédocriminalité sont des vecteurs. Quand on ne traite pas ces crimes, sont des vecteurs, on en parlait tout à l'heure, du recul de notre état de droit. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui est tenu par la loi, qui vient vous dire que l'état de droit n'est pas intangible, on comprend tout. On comprend tout, surtout lorsqu'on sait que dans notre pays, nous n'avons pas un seul ministre de l'Intérieur, mais nous en avons au moins 2, à savoir M. Retailleau et M. Darmanin. Oui, c'est sûr que là, on en a 2 pour 1 ou 1 pour 2. Là-dessus aussi, Albert, merci beaucoup d'être là ce matin avec nous. C'est toujours passionnant de vous entendre sur ces questions-là. Je pensais, en vous écoutant, je pensais aussi à l'affaire Richard Ferrand. Le mutualiste Richard Ferrand, des mutuelles de Bretagne, tout ça a été gentiment classé sans suite, avec notamment la procureure générale du parquet de Brest, notamment qui a été proposé au Conseil constitutionnel par Richard Ferrand lui-même. Et aujourd'hui, en tant que président du Conseil constitutionnel, il va siéger avec cette Véronique Malbec. Là aussi, est-ce qu'on peut légitimement se poser des questions en tant que citoyen, en tant que journaliste politique indépendant, ou vraiment il faut pas gratter sur ces questions-là, Albert? Ils ont tout fait
pour que Richard Ferrand soit et devienne le président du Conseil constitutionnel. Et le principal ordonnateur, c'est le président Macron. On ne voulait pas un juriste. On n'a pas pris de juriste et on a pris quelqu'un de très sulfureux. Lorsqu'il quitte le perchoir de l'Assemblée nationale, il va se reconvertir dans le conseil privé, sans rien dire à personne, alors qu'il est tenu de déclarer tout cela. Son patrimoine est d'alors occulté, et le Rassemblement national, le parti d'extrême droite de Marine Le Pen, va s'abstenir, c'est-à-dire il donne blanc-seing à la nomination de Richard Ferrand. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen attend son délibéré dans l'affaire des assistants parlementaires du Parlement européen. Et surtout, Nicolas, il y a une question prioritaire de constitutionnalité qui est en cours d'examen en ce moment concernant un élu local de Mayotte, je ne sais pas si vous avez le souvenir de cela, et dont on attend la jurisprudence, dont Le Pen attend la jurisprudence pour savoir si, en cas d'inéligibilité, il y aura une exécution provisoire ou si elle est de droit. Alors il est évident que le président du Conseil constitutionnel, nouvellement élu, aura son mot à dire sur l'inéligibilité ou la non-éligibilité de Marine Le Pen. Et ça, c'est vraiment, j'allais dire, c'est puant, quoi. Surtout quand on sait qu'en plus Ferrand a plaidé peu de temps avant pour le 3e mandat de Macron sur lequel il va donner un avis, vous avez tout compris, cher ami. Et quand je pense quand même que le Palais Royal, en juillet 1789, avait été investi par Camille Desmoulins, l'avocat bègue qui a fait un discours mémorable de tribun ce jour-là pour appeler à la Révolution, en 1789, nous tombons bien bas aujourd'hui avec M. Richard Ferrand, n'est-il pas? Une toute dernière question, Albert, là-dessus. Merci d'avoir exposé ça, parce que quand même, Richard Ferrand, ça pose quand même des questions. Il a contredit le fait qu'il avait appelé, ou du moins, au 3e mandat d'Emmanuel Macron. Il l'a dit dans le Figaro en 2023. J'ai relu l'interview, c'est très clair. Il n'y a pas à trop ergoter là-dessus. Mais finalement, on se rend compte que là, ces gens sont en roue libre, littéralement. À un moment donné, tout ça ne peut plus tenir. Le contrat social qui nous lie tous à une justice indépendante, à une classe politique qui est prise quand même du bien commun et de l'avenir en commun. Mais est-ce que ça peut bien finir, Albert, franchement, quand on voit tout ce qu'on voit? Parce que les gens le savent aujourd'hui, hein. Les gens le savent, ça y est, il y a beaucoup de gens qui se renseignent. Hein. Écoutez, Nicolas, je suis de ceux qui, depuis toute ma vie professionnelle durant, et depuis que je suis modestement entré en politique à l'Union populaire avec LFI en 2021, je suis de ceux qui disent, qui clament que la justice est un socle essentiel de la préservation de nos libertés publiques et individuelles. Elle garantit d'ailleurs constitutionnellement ces mêmes libertés par l'application, qui n'est jamais appliquée d'ailleurs, de l'article 66, sauf erreur de ma part, de notre Constitution du 4 octobre 58. Il faut prendre conscience que sans réforme de la justice, il n'y aura pas de liberté dans ce pays. Et nous en sommes les témoins impuissants aujourd'hui. Il faut refondre notre justice pour que nos libertés soient enfin préservées. Bon, mais en tout cas, mon cher Albert, on espère que vos mots, toujours vos analyses seront entendues bien au-delà, du moins au sein chez le garde des Sceaux. En tout cas, merci beaucoup, Albert, d'être venu, Albert Lévy. C'est toujours intéressant d'avoir vos analyses tranchées, et notamment sur la refonte de la justice et ce que ça implique avec l'affaire Betaram, l'affaire Keller, l'affaire Ferrand, qui sont des affaires très récentes. Betaram est sorti il y a quelques semaines de ça, mais tout de même, ça pose de graves questions sur notre justice, sur notre liberté et sur la démocratie tout entière, parce que c'est ça dont il est question aujourd'hui. Notre démocratie. Il faut que ça change.
Voilà, il faut que ça change. En tout cas, nous, je suis Toxin, on vous invite, on essaie que ça change, on donne la parole à des gens qui ont des idées très arrêtées et c'est très bien. Merci beaucoup, Albert. On vous souhaite un excellent week-end et un excellent vendredi. Merci, Albert Lévy, d'être venu ce matin sur Toxin. Merci beaucoup. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.